Bonjour, nous voici nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. C'est une émission que vous êtes nombreux à attendre puisque c'est la suite de Grands Secrets révélés tome 1 avec mon ami Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Hello, hello tout le monde. Bon ben voilà, hein, on va passer sur le tome 2. Alors bon, Sylvano, tu as vu, hein, les gens ils sont un petit peu impatients, donc en fait on va déjà leur inculquer quelque chose qui est hyper important, la patience. Voilà. Dans toute éducation et dans toute initiation chamanique, en fait, il faut être très très patient parce que rien ne vient comme ça et on n'a pas les réponses tout de suite. Mais voilà, on va essayer d'apporter des outils, d'apporter une réflexion et d'apporter une historique et une origine du chamanisme pour après, voilà, expliquer beaucoup de phénomènes et qu'est-ce que les chamans pensent de beaucoup de choses qui peuvent intéresser tous nos auditeurs. On y va alors? On est Ah parti. bah, En fait, tu me laisses. Ah ouais, c'est un truc Ah ouais, c'est fou. Ouais, allez, on y va. Bon, donc, ok. Alors, dans le tome 1, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, en fait, que pour parler du chamanisme, on se heurte à l'histoire même du chamanisme, qui est obscure, pas définie. Alors, on a essayé, tous les anthropologues, etc., ont essayé de définir par l'observation du chaman. Observation, bien sûr, qui a été faussée par l'approche justement des anthropologues, des ethnologues, des scientifiques qui ont étudié et qui sont des occidentaux. J'ai rien contre les occidentaux, mais il faut bien comprendre que dans l'histoire de l'humanité, l'occidental a envahi beaucoup de pays, a colonisé beaucoup de pays, et ont amené leur culture, leurs croyances, leur religion, et, justement, tout ça, ça a induit, modifié un peu la perception des autres peuples de la cosmologie ou de leur propre humanité. Alors, c'est vrai que quand les scientifiques ils se sont approchés des chamans, ils savent pas si c'est des acteurs, hein, on l'a vu dans le premier tome, des acteurs ou un être à part en relation avec un autre monde. Euh, les chrétiens, les premiers chrétiens qui sont arrivés, les premiers catholiques qui sont arrivés, ils avaient un chaman chez eux, Jésus, qui a fait énormément de choses, qui a fait des miracles, etc. et tout. Mais quand ils envoient un de chair et d'os, eh ben ils y croient pas. Ils disent que c'est un acteur parce que voilà, c'est comme ça. C'est quand on croit à quelque chose et soudain on le voit. Des fois, on n'a pas l'attitude qu'on penserait avoir. On dit tiens, bah, voilà, s'il y a Jésus-Christ qui descend, il me tape dans l'épaule, il me dit ça y est, je suis Jésus-Christ. Et ben, même si c'est lui, je le croirais pas. Et même si j'ai une foi infaillible en lui, je ne le croirais pas. C'est comme ça. Donc, en fait, les scientifiques, tout ça, pour trancher mythes et réalités, ils se sont penchés sur l'outil du chaman. Bah, l'outil du chaman, ils ont vu que bah, il danse, etc., 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 et on devient sur la transe. Ils se sont dit, si un homme a une transe, c'est qu'il doit faire quelque chose de différent. Alors, c'est toujours un acteur, est-ce qu'il simule ou c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui change chez lui. Donc, il y a beaucoup de chamans, de scientifiques qui sont devenus des chamans, qui ont essayé de comprendre ce qui leur arrivait dans leur corps. J'ai cité Corinne Sombrin, c'est vraiment un exemple très parlant. Et donc, elle a arrivé à définir avec des scientifiques qu'il y a un état modifié de conscience. Que les chamans rentraient dans leur cerveau rentrait dans une schizophrénie et même des maladies, voilà, schizophrénie, épilepsie, voilà. Et c'était normalement des états qui étaient irréversibles
et en fait, à la fin de la transe, le cerveau redevient normal. Et ça, c'est un point très particulier que les scientifiques n'expliquent pas. Les états modifiés de conscience, ils expliquent. On peut rentrer dans un état modifié de conscience, soit chimiquement, soit avec des ondes, des musiques, de la danse. On peut arriver à changer son encéphalogramme du cerveau, changer les ondes du cerveau et rentrer dans ce qu'ils appellent un état modifié de conscience. Bon, ça c'est ce qu'on a vu dans le tome 1. J'ai vu dans les quelques personnes qui m'ont laissé gentiment un message, je la remercie tous, qu'il y a toujours une réaction. Et je reviens sur une réaction. Hein, il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est que tout ce qui concerne le chamanisme, tout ce que vous voyez, tout ce que vous lisez, c'est déjà modifié. C'est modifié parce que ce sont des lectures occidentales et qui ont été écrits par des gens qui avaient déjà une vision et ils avaient déjà une perception de ce qu'ils allaient en faire. Donc c'est vrai que le premier nom qu'on entend quand on parle de chaman, c'est Eliade et Castaneda. Et à chaque fois qu'on prononce Castaneda, il y a toujours deux camps, deux partisans qui arrivent et qui disent non, non, mais c'était un vrai, non, non, mais c'était un faux, non, non, mais on s'en fout que c'était un faux, mais moi, il me fait rêver. Et en fait, j'ai vécu des expériences qu'il décrit dans ses livres. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a décrit, et si ça vous arrive, que c'est un chaman ou qu'il a eu en liaison avec un chaman. C'est-à-dire qu'il a eu des bonnes informations et qu'il il les a réécrits. Et voilà. Donc, il faut comprendre aussi que Castaneda, il est arrivé avec un processus qui était mis en place euh, pour que justement, comment dire, on élabore, les scientifiques ont élaboré, ils commençaient à travailler sur la manipulation de masse. Voilà. Et donc, je vais pas épiloguer hein, pendant 50 ans avec Castaneda. On va vite finir avec ça. Si tu veux, Silvano, je te laisserai en lien des liens justement sur Castaneda, sur ses mythes, sur sa rencontre avec Gordon Watson, qui est aussi une grande figure emblématique, qui est pas toujours blanche, qui amenait vraiment le chaman et sur la réflexion sur justement les champignons et tout le côté hallucinogène. Et justement, Gordon a fait une lettre et a fait une lettre sur Castaneda en disant mais quel champignon vous avez pris et qu'est-ce qui s'est passé et nanana. Et en fait, il n'a pas eu vraiment les bonnes réponses. Donc, pour lui, Castaneda n'était pas vraiment, euh, comment dire, dans une vérité sur le chamanisme. Donc, je vous les passerai. Il y a même voilà, je vous passerai tout ça en lien. Vous lirez, vous ferez votre propre opinion. Bien comprendre aussi, je vais laisser des liens aussi, et peut-être un jour, Silvano, si tu veux, on fera une émission un peu spéciale, parce que c'est un sujet que je crois que tu connais très bien sur les projets MK Ultra, les projets MK Minds, je sais pas quoi, voilà, donc sur la manipulation. Alors, je pense que tu es au courant de ça. Hein. Alors, avec grand plaisir, Ouais. puisque effectivement, malgré ceux qui croient jamais à rien, tu sais, les débunkers professionnels qui pensent que tout Oui. est faux, les projets MK Ultra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent pas? C'est des projets, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, de contrôle de l'esprit, hein, de manipulation de masse. Tu en as parlé sur les scientifiques. Ça, c'est quelque chose qui intéresse la CIA depuis la nuit des temps, les Russes, les services secrets. Alors évidemment, les gens vont dire oh, c'est complotiste, c'est n'importe quoi. On va juste montrer hein, pour
pour ceux, parce que évidemment, quand on ne s'intéresse pas à quelque chose, qu'on ne fait pas de recherche sur un sujet, et c'est valable pour tout, hein, l'ufologie, le paranormal, évidemment, on pense tous que c'est des bêtises, mais il faut faire des recherches avant de dire que c'est des bêtises ou pas. Alors, je vais vous montrer parce qu'aujourd'hui, on a la chance, enfin la chance, on est en 2019, donc il y a beaucoup de documents qui sont déclassifiés, hein, déclassifiés de la CIA. Et donc, par exemple, on peut trouver des documents. Alors, évidemment, quand c'est déclassifié, c'est toujours pareil, hein. C'est déclassifié, mais on barre certains noms, hein, qui pourraient Oui, faire bien sûr. mal. Donc là, Oui. par exemple, c'est du 11 août 1955. C'est Subject Project MK Ultra, le sous-projet 2. Donc, vous voyez, c'est signé, c'est confidentiel. Ça a été, on a donné Attesté, des ouais, tout à tout fait. pour ça. Mm. Et toi, tu m'avais demandé il y a peu de temps si j'étais au courant d'un Ouais. projet, le sous-projet, je crois que tu m'avais dit 58, hein, Oui. de la CIA. Mm. Alors, évidemment, je te l'ai retrouvé. Génial. Et alors, ce sous-projet 58, voilà, on peut le lire en même temps avec Ouais. nos auditeurs. Donc, c'est Principal Researcher and Location, ça veut dire chercheur principal et lieu. Alors, évidemment, le nom et l'endroit sont copieusement barrés, mais on voit quand même à côté JP Morgan Co. Mm. Ah, JP Morgan Co, comment ça, quoi? C'est des banquiers, qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans un projet comme ça, quoi? New York City. Là aussi, c'est barré, c'est le nom. Donc, was unwitting of agency sponsorship. C'est-à-dire que la personne dont le nom est barré n'était pas conscient du parrainage de l'agence. Objective and details of work, c'est objectif et détails du travail. To finance an expedition head by, là c'est barré, donc ça veut dire dans le but d'étudier et de collecter. Ouais, les espèces hallucinogènes. Pour cette entité qui est barrée. For the purpose of studying and collecting hallucinogenic species of mushrooms of interest to TSS-CD. Donc là, ça veut dire en vue de collecter des espèces hallucinogènes de champignons présentant un intérêt pour le TSS-CD. Alors TSS, c'est une abréviation qui veut dire Toxic Shock Syndrome, qui veut dire syndrome de choc toxique. Et puis ensuite, c'est la date, hein, on veut faire ça en juin-juillet 56. Et puis ensuite, cover mechanism, c'est les mécanismes de couverture. Hein, donc là, on voit que c'est une société médicale, le mécanisme de couverture. On y alloue 2100 $. Alors ça pourrait être peu, mais c'est 21 000 $, mais il y en a tout plein, c'est un sous-projet. Donc en fait, vous pouvez trouver tous ces projets de MK Ultra qui sont déclassifiés maintenant, ça fait des millions et des millions de dollars. C'est un truc. Et c'est approuvé par Willis R. Gibbons, hein, donc c'est des chefs de la CIA. Il y en a beaucoup de ces projets qui sont directement signés dans cette époque-là par Roosevelt lui-même, hein, qui était Eisenhower. Attends, je sais plus, le chef de la CIA. Ça va me revenir, j'ai un trou. Et donc, c'est des documents qui sont là, hein, qui sont présents. D'ailleurs, si vous tapez pour le Toxic Shock Syndrome, si vous tapez TSS/CD dans le moteur de recherche Google, vous atterrissez directement sur le site de la CIA.gouv. C'est juste hallucinant, quoi, hein, pour te dire à quel point il y en a. C'est la première c'est le premier résultat de Google, quoi, le site de la CIA. Ouais. Donc effectivement, on fera une émission sur les projets de manipulation mentale. Ça va être bien parce que je vais te mettre des liens sur un blog qui, en fait, c'était des journalistes qui ont justement épluché et recoupé les documents déclassifiés. Et vous verrez, hein, il y en aura 4. Ce sera l'histoire secrète des champignons hallucinogènes, la révolution psychédélique introduite de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que comment on a arrivé à sortir un produit hallucinogène synthétisé qui est le LSD et comment on l'a sorti en fait des laboratoires pour le tester en grandeur réelle sur une population qui était non consciente. Exact. Après l'histoire secrète de la spiritualité psychédélique
Et là, vous allez voir, vous allez halluciner parce que tous les noms que je vous dis de Castaneda, de Watson, etc. et tout, eh ben, ils sont cités et ils sont en liaison avec la CIA, ils sont en liaison avec le projet. Donc oui, bah oui, alors c'est du complot, hein, c'est historiquement complotiste. Donc parce que Oui, mais c'est dans tous les bouquins que vous lisez. Hein. oui, c'est complotiste, mais maintenant on peut trouver des preuves, hein, parce qu'évidemment, Voilà, c'est ces ça. agences-là sont Non, mais obligées de c'est pour classifier. voilà, c'était humoristique ce que je dis. Voilà. Et, Et mais et par puis contre, oui, je peux te dire que sur le LSD, ayant parcouru je sais plus combien, 250 projets de MK Ultra là, qui sont déclassifiés, je peux te dire que le LSD occupe allez, 30% mmh, du financement. C'est-à-dire ils ont été intéressés par les vertus du LSD, c'est juste hallucinant. ouais. Et ben vous comprendrez après. J'espère que mes auditeurs seront assez patients pour que ben, j'avance doucement dans la compréhension du chamanisme, mais il faut bien comprendre que cette élite-là, ces gens-là, ce sont des gens très intelligents, très scientifiques, très pragmatiques, et qu'ils ont décortiqué vraiment le fonctionnement des vrais chamans pour dire et pour essayer de les reproduire pour pouvoir manipuler des gens, pour pouvoir fabriquer des MK Ultra. Je crois que je sais plus trop hein, les mots en anglais, mais ça voulait dire faire des combattants manipulés, voilà, pour faire des, hein, je sais plus, hein, c'est trop. Le terme, c'est mind control, le contrôle de l'esprit. Justement, pour ensuite, tu en fais ce que tu veux. À partir du moment que tu Ouais, contrôles de l'esprit de quelqu'un, t'en fais absolument ce que tu veux, y compris se faire sauter la tête. Hein. voilà. Donc, bah, vous verrez tout ça. Et puis le dernier, c'est quand des scientifiques, écoutez bien, quand des scientifiques français testaient des drogues sur des cobayes. Voilà. Donc, ce n'est pas que la CIA, ce n'est pas que la Chine, ce n'est pas que la Russie, c'est mondial ce truc. Donc, voilà, mais vous allez comprendre, hein, je vais vraiment vous expliquer par le vrai chamanisme pourquoi euh, les, les, les produits hallucinogènes, que ce soit synthétiques ou naturels, peuvent amener des états dissociés. Hein. Il y a un film qui est extraordinaire, c'est Split. Je ne sais pas si tu as vu, c'est un homme qui est en fait a plusieurs personnages en lui, comme c'est un schizophrène, et il a une quinzaine de personnages différents, et il passe de l'un à l'autre. Et pour chaque passage, c'est je passe à la lumière, comme si c'était la télé, je passe à la télé. Donc il a une entité qui est gentille, qui est méchante, qui est un enfant, qui est une vieille, qui est intellectuelle et qui est une bête, voilà, qui mange des hommes. Et c'est un film à aller voir, c'est assez intéressant. Le Split, il y en a un deuxième qui est sorti, un peu moins intéressant, mais le premier, c'est très intéressant. C'est ce que je vous parle. C'est comment faire que dans le projet MK Ultra, des haltères. Les haltères, ce sont des consciences. On prend la conscience, on prend justement, on expliquera la conscience, et avec cette conscience, si on arrive à la fragmenter, on crée plusieurs consciences, et plusieurs consciences sont indépendantes. Voilà. Et on peut même fragmenter une conscience et la rendre autonome, indépendant, indépendamment de la personne initiale. Bref, on en parlera plus tard. Ça. Voilà. Déjà, c'est vrai que mon travail, là, on m'a autorisé à en parler, donc je le fais. Ça sera aussi les auditeurs, c'est les auditeurs aussi qui seront en demande, qui me permettront de toujours parler. Et voilà. Mais mon travail ici, c'est pas de vous convaincre, c'est vraiment de vous apporter euh, un témoignage. Parce que chacun a des croyances, et cela, ça se respecte. Moi, quand il y a un croyant qui vient me voir, et de n'importe quelle religion, hein, et me dit, mais les chamans, ils parlent aux démons, c'est mal, c'est le diable, ces trucs comme ça. Je comprends pourquoi il le dit. Tout comme le médecin, qui peut traiter de charlatans les chamans, les guérisseurs, etc., et qui dit non, 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 mais et puis il y en a beaucoup, il y a même des jeunes qui se battent contre les chamans là, qui sont guérisseurs. On prend le terme de guérisseurs avec les plantes et qui disent non, non, il y a des femmes, il y a des enfants qui meurent parce qu'ils justement ils n'ont pas passé dans un hôpital, ils n'ont pas pris un antibiotique. Je sais pourquoi ils disent ça.
Parce que nous, on a une tendance à tout mettre dans un même mot, tout mettre ensemble les choses. Quand on parle de chamanisme, tout ce que vous voyez, le chamanisme, parler de guérisseurs, voilà, parler de guérisseurs, même de prêtres, de trucs. Chaman, c'est vraiment très particulier. Après, ça me gêne pas, ça me gêne absolument pas quand ma voisine thérapeute qui fait du reiki en passant par la rigolothérapie, etc. Et puis maintenant, elle se dit chaman. Ça me gêne pas. Parce que si elle fait du bien, ça ne me gêne pas. S'il y a des gens qui ont besoin déjà d'aller voir des personnes accessibles pour elles, ça ne me gêne pas. Par contre, ce qui me gêne, c'est quand il y a des gens qui parlent de choses qui touchent vraiment le chamanisme et qui, parce que tous les gens qui sont devant, bah, ce sont des personnes sensibles, ce sont des personnes qui sont vulnérables émotionnellement. Et là, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup de dire qu'on va vous sauver en vous faisant des stages à 350 euros. Parce que déjà, faire des stages de chaman, voilà, c'est un minimum d'un an. Hein, voilà, c'est le minimum d'un an et c'est le minimum 6 mois pour vous préparer à prendre une plante. Je recommence. Si vous voulez faire du tourisme chamanique, si vous voulez prendre de l'ayahuasca, du péyole, de la mescaline, des champignons, si vous voulez que les plantes vous parlent, il faut 6 mois de préparation. Là, vous aurez les plantes qui vont vous parler. Sinon, elles vont pas vous parler, elles vont vous hurler dessus parce que vous n'êtes pas prêt. Bon, maintenant qu'on sait, voilà, on va passer à quelque chose voilà, on va continuer notre petit truc. Maintenant, vous savez que il y a les rochers de l'illusion du néo-chamanisme. Vous l'avez compris comment ça s'est mis en place. Il faut, il faut essayer quand même de comprendre pourquoi on parle de chamanisme partout dans le monde. Pourquoi, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une sorte de primum religionis officionum. La première religion, c'est-à-dire la première chose qui a relié les gens, les hommes. C'est ça le vrai sens de religion, hein, religere. C'est vrai que bon, on passe, on arrive à trouver des bons chamans, etc., qui nous dit qu'il y a vraiment une grande démarche, qui nous explique vraiment comment on va faire. Mais enfin, même les néo-chamans, etc., mais vous comprenez que les néo-chamans, ils sont influencés. Tous vous parlent d'esprit. Tout vous parle d'esprit, des animaux. Voilà, il faut que tu cherches ton animal totem, etc. Il faut que tu rentres en message. Ils ont un message. Les plantes ont un message pour toi. Ça va t'aider, etc. Et tout. Pourquoi on a toujours ça? C'est quoi l'origine? La véritable histoire. Comment le chamanisme est apparu? Et pourquoi? Parce que tout le monde. Pourquoi? Ben, c'est une bonne question, non? Pourquoi le chamanisme est apparu? Robert Amaillon, que j'ai cité, vraiment, pour moi, c'est une anthropologue qui a vraiment travaillé là-dessus. Elle a essayé de vraiment comprendre euh, quel animal, en fait, pourquoi les animaux sont omniprésents et quel animal que nous étions aussi et que nous sommes toujours. Comment ça s'est passé? Parce que au début de l'humanité, on vivait quoi? On vivait de quoi? De cueillette, de nourriture de baies, etc. Je sais même pas si on était vraiment carnivore, ou on chassait, ou on mangeait de la viande. Il n'y avait peut-être pas de feu. Et puis il faut y aller, hein. Aller tuer un lapin, voilà, un lapin, et puis mordez-le dedans. Mordez dedans. Oui, vas-y. Mais tu as raison, puisqu'au départ, nous étions une société qui vivait dans les arbres. Hein. Ouais, L'Australopithèque vivait dans les arbres, il ne vivait pas au sol. Pourquoi il vivait dans les arbres? Parce qu'il y avait des dangers, justement, des bêtes sauvages au sol.
encore vivants dans les arbres, ils mangeaient surtout des baies, des fruits, ce qu'ils trouvaient. Ils n'étaient pas du tout carnivores. Et c'est ensuite quand, à partir de Homo habilis, subitement, on est arrivé au sol, ce qui déjà, en soi, est complètement stupide, puisque là, on rencontre le danger des bêtes sauvages et compagnie. Qu'est-ce qui a fait que Australopithèque s'est mis à devenir Homo habilis, avec augmentation de la taille, poids crânienne extraordinaire? C'est juste un truc qui échappe aujourd'hui à tous les scientifiques. Alors, peut-être je donnerai un semblant de réponse, si vous êtes Ah, sage. Euh, oui, bah oui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Souvent, on me dit, euh, quel est l'endroit, tiens, ouais, moi, je crois que j'en avais déjà parlé, peut-être je radote un petit peu, mais quel est l'endroit où on se sent bien, vraiment bien? chez soi. Ouais, ouais. Des fois, le chez-soi peut devenir dangereux, hein. Une fuite de gaz, et puis boum, votre chez-soi devient mortel. Non, quand on est très stressé, etc., est-ce qu'on va on va au milieu de l'océan? Est-ce qu'on, il y a tout le monde, je pense, la majorité des gens, vous allez dans une forêt et vous êtes apaisé. Ce lien à l'arbre, il est incroyable. Il est dans toutes les cultures. Il y a toutes les cultures depuis la nuit des temps ont un arbre sacré. Nos religions, etc., ont un arbre sacré. Il y a une notion d'arbre qui est là, bien présent au fond de nos cellules. Et c'est pour ça qu'on se sent bien dans une forêt. Même si nos forêts maintenant, c'est des forêts qui sont fabriquées par l'homme. Donc qui sont plus primaires, brutes, ancestrales. Sauf dans les jungles et les forêts très particulières où, ben, bizarrement, il y a des ethnies qui ont conservé en fait ce côté chamanique. Bien. Euh, à Mayon, Robert, elle disait que bon, en fait, euh, quand j'expliquerai un tout petit peu plus tard, si tu veux, hein, quand tu m'as parlé de quand on était dans les arbres et qu'on est descendu, on va y aller là-dessus aussi. Mais bon, juste pour montrer rapidement pourquoi le chaman il est lié. Déjà le mot chaman. Étymologiquement, ça vient du chaman chez les Bouriates, chez les Sibériens, Tangouz, voilà. Ça veut dire sauter, sauter en yakoute ou donner des coups de tête en bourriate. Le même mot, chaman. Euh, dans la langue tangouz, ça veut dire danser, voilà. Mais c'est toujours cette image de sauter. Est-ce que vous êtes penché pourquoi? Bah, allez voir là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, mais ils vont jamais dans les pays. Ils vont jamais aller voir les pays. Mais pourquoi sauter? Bah parce qu'il y a deux animaux là-bas, hein. Il y a ce qu'on appelle porte-musc, et c'est une sorte de cerf. Et donc tous ceux qui font du chamanisme celtique, ils vont vibrer derrière leur écran en disant ouais le cerf c'est important, oui, voilà. Mais vous savez pourquoi il est important le cerf? Ben, ça vient de là parce que cette sorte de cerf, ben, il sautait, et il saute comme Bambi, voilà, ça saute. Et donc les gens, les premiers hommes qui ont vu ça, ils n'ont pas dit c'est un cerf parce qu'ils ne connaissent pas le mot. Donc, ils ont mis leur fonction, leur faire, leur action, sauter en yakout. Coup de tête, ben, il y a aussi le mouflon là-bas, un mouflon des neiges. Et tout le monde qui a eu un bélier ou voilà, qui est un peu de cette famille, savent que ça donne des coups de tête. Et un chaman, quand il va voir des esprits, euh, ces esprits-là vont reprendre leur imagerie, leur symbolisme. Si un chaman qui a vu deux mouflons se confronter, donner des coups de tête, si un jour il y a un esprit
qui vient et qui vont voir et qu'il y a une colère, une émotion et tout, ils vont se donner des coups de tête symboliquement. Voilà comment un peu l'imagerie. Et donc, ils se sont dit, un animal qui défend son territoire en fonçant, tête baissée, eh ben, c'est l'esprit du mouflon des neiges. Et c'est comme ça que les animaux totems sont arrivés. Donc ce rapport étroit qu'il devait maîtriser entre lui et les animaux et les plantes était une vraie nécessité. N'oubliez pas, ces peuples-là, euh, ils devaient manger, quoi. Hein, ils n'avaient pas Intermarché à côté. Le travail de l'homme, c'était de se lever, faire le feu, aller chasser. Ça prenait peut-être 1 heure avec beaucoup de chance, et après ils s'occupaient du camp. Et ça pouvait durer une journée jusqu'au soir. Mais il fallait qu'ils ramènent du gibier pour nourrir leur famille. Sinon, ils mourraient. C'était de la survie. Donc, à un moment donné, il y a une personne qui était peut-être un don, je sais pas, on verra pourquoi. Euh, ben, ce personnage, qu'on peut appeler maintenant un chaman, il devait de rentrer en contact avec ces esprits pour garder la survie de son propre peuple. Il devait trouver le gibier où il est. Parce que on n'est pas peuplé, le gibier, il abondait pas en disant, tiens, je sors et puis je vais avoir des troupeaux de bisons qui vont arriver. Il fallait les trouver, les troupeaux de bisons, et ils voyagent. Et un bison, ça parcourt du terrain. Et nos petits âmes, ils ont que deux jambes, et ça va pas vite. Hein, un homme peut pas courir à 20 km à l'heure pendant des jours et des jours. Donc, il fallait vraiment que le chaman trouve où avait la nourriture. Et c'est vrai que il y avait une sorte de pacte, un pacte en conscience, je dirais même en toute sincérité, sans arrière-pensée. C'était une confiance naturelle, hein, on peut dire qui inspire l'harmonie. C'était donnant-donnant. Je prends contact avec l'esprit de la nature, avec l'esprit du cerf, et je demande à l'esprit du cerf de m'envoyer un cerf malade ou voilà ou vieux que je puisse nourrir ma tribu. Mais ils acceptaient. Je prends du sang, je rends du sang. C'est-à-dire que euh, euh, pour manger, si j'invoque la mort, un jour la mort me réclamera. Et c'était dans le sens. J'invoque les esprits des animaux pour un sacrifice. Le sang que j'ai versé sur la terre, je le verserai à mon tour. C'est un équilibre énergétique pour eux. C'est-à-dire que il n'y avait pas de possession affective, de regret, de remords. Il n'y avait pas d'émotion à cette époque-là. Si un chasseur il partait à la chasse, qu'il soit vieux, jeune, s'il ne revenait pas, c'était dans l'ordre des choses. On ne pleurait pas un fils qui est parti, qui est mort à la chasse. On ne pleurait pas un père qui était parti à la chasse. S'il ne revenait pas, c'est-à-dire que la nature l'a repris. Les animaux l'ont repris. On ne pleurait pas les morts. C'était la loi naturelle de la vie. Ce que j'avais expliqué aussi dans la matrice originelle, hein, dans une précédente émission. C'est vrai que c'est dur à accepter ça, mais bon, les sociologues et les psychologues, ils se sont penchés, ils ont trouvé le fonctionnement reptilien. Tu vois, on fonctionne en mode reptilien, le cerveau primitif, pas d'émotion, c'est la survie. C'était fondé sur les besoins vitaux de l'espèce. Alors bien sûr, ils disent oui, mais non, le chaman, il ne parlait pas aux esprits, mais ils avaient un tel instinct de survie qui leur odorat, leur ouïe, les indices qu'ils voyaient dans la nature leur montraient où était le gibier, etc. Oui, bien, oui, mais qui leur a appris à lire les signes de la nature? Qui leur a appris? Comment ils ont fait pour avoir une ouïe? Ah oui, mais non, mais c'était comme ça parce qu'ils étaient plus animaux. Ça veut dire que en fait là, nous les hommes, là on a régressé. C'est ça. Donc, nous qui sommes en haut de la chaîne, là, nos sociologues et psychologues disent en fait,
les hommes qui étaient reptiliens, qui étaient des animaux primitifs, ils étaient beaucoup plus intelligents que nous dans la survie, dans l'harmonie, que nous maintenant. Je dirais pas non, je dirais pas oui. Euh, tu as parlé tout à l'heure que oui, en fait, au début, on était dans les arbres, on était des cueilleurs, voilà, on mangeait des fruits, etc. et tout. Après, on est descendu, on est devenu des chasseurs. Bien. Donc, le chaman, admettons, le chaman, il rentrait avec la communication des plantes et des animaux, et ça faisait la survie de l'espèce. Pourtant, il y a eu un moment où, ben, du cerveau reptilien, on est passé à un autre cerveau, par maturation de l'évolution, et on est rentré dans un émotionnel, et on s'est dit, si les animaux, au mieux de courir après eux, je les mets dans un parc, ils seront à portée de ma flèche. Donc, ils sont devenus éleveurs. Ils ont élevé du gibier. Et puis ils se sont dit, ah oui, mais la plante que je mets 2 heures à trouver à 200 km, si je la prenais avec ses racines et je la plantais euh, sur ma terre, je l'aurais tout le temps. Et on est devenu agriculteur. Donc, c'est intéressant ça, parce que le statut du chaman, il a changé. Il n'est plus le protecteur, le garant de la survie de sa tribu, il devient le protecteur. C'est-à-dire que sa tribu qui commence à faire un élevage, un clos bien délimité, eh bien, la tribu à côté, s'il a plus de gibier, bah, il va peut-être rester tranquille, mais s'il a moins de gibier que l'autre tribu, eh ben, il va aller piquer, il va aller voler, il va aller prendre de l'autre gibier. Et tout d'un coup, on arrive là à le début des émotions en disant, toi, tu as plus de gibier, moi, j'en ai pas, je suis frustré, je vais aller chercher parce que, voilà. Et le chaman est devenu protecteur. Il devient pouvoir et autorité. Et rappelez-vous, en Égypte, euh, ça s'est passé comme ça un petit peu. Parce que les tribus, comment ils se sont mis vers les rivières. Parce que la survie, c'est ça. La première chose, si je t'emmène avec moi, Sylvano, et je te largue dans une jungle, et je te dis, bon bah voilà, trouve-moi un Intermarché. Tu vas pas le trouver tout de suite. Et je vais te dire, mais qu'est-ce que tu as besoin tout de suite, là, maintenant? Trouver de l'eau. Parce que tu sais que 3 jours sans eau, tu meurs. Donc il faut trouver de l'eau. De l'eau en abondance. Et de l'eau en abondance, ce sont les rivières. Donc c'est pour ça que les premières tribus se sont mis, les premières tribus sédentaires se sont mis autour d'un fleuve. Parce qu'il lui apportait toujours de l'eau, de l'irrigation pour sa culture, de l'eau pour ses bêtes, etc., etc. Et donc le Nil, l'Égypte, ben, il y avait l'Égypte du haut, l'Égypte du bas, et toute l'histoire nous le montre. Il y a eu un combat, et après, c'est devenu une société. Et c'est l'État qui est devenu là. En Égypte, c'est les premiers États vraiment qui se sont mis en place. Mais à l'époque de nos petits Cro-Magnons, là, ben, ce chaman, voilà, il change de statut, il devient le pouvoir et l'autorité. Mais aussi, il peut devenir un sorcier. C'est-à-dire que, parce que, n'oublie pas, les deux tribus, ils ont chacun leur chaman. Et les chamans, ben, au mieux d'utiliser leur savoir pour la nature et puis pour l'harmonie, ben, ils ont commencé à utiliser leur savoir contre eux. Et on a les chamans noirs. Et c'est pour ça aussi, quand on dit, ah, les chamans, mais ils invoquent le diable, ils invoquent les esprits, etc. Mais il faut comprendre pourquoi. Qu'à un moment donné, nos émotions de comment de perdre quelque chose, d'être frustré, de manquer, la jalousie, la possession, ça a amené une autre dimension dans ce chamanisme.
Mais par exemple, le chasseur qui partait à la chasse, s'il revenait pas, ben tout le monde était triste. Mais on ne sait pas pourquoi la tristesse, pourquoi c'est venu la tristesse. Parce qu'ils se sont dit, si une personne manque dans la tribu, ben voilà, c'est ça. J'ai perdu un père, j'ai perdu un frère, etc. Et tout. Et cette notion de mort est venue s'installer. Il fallait honorer nos morts. Et le chaman a commencé à travailler là-dessus aussi, sur d'autres énergies, qui sont les énergies des personnes qui sont décédées. Pourquoi? Parce que quand on n'est plus dans la nature et qu'on vit avec la nature et qu'on se devient sédentaire, on se coupe un petit peu de la nature. Donc il faut toujours avoir le savoir. Le savoir, c'est S apostrophe avoir. C'est s'approprier un avoir que quelqu'un d'autre a eu ou a fait. C'est ça le savoir. S'approprier à soi, le S, un avoir que quelqu'un d'autre a eu. Et ce savoir, eh ben, les chamans ils se sont dit, alors déjà il y avait la parole hein, au coin du feu et on se disait comment on a fait la chasse, comment on a fait ci, comment on a fait l'élevage, etc. Et tout. Qu'est-ce que voilà, bon bref. Euh, mais après, il y a des trucs qu'il fallait aller voir les ancêtres et dire toujours, il faut avoir un lien avec les ancêtres, avec nos pères chasseurs, avec nos pères, etc., pour être le plus efficace possible. Et donc le chaman est rentré en communication avec les défunts. Et tout ce côté esprit, et après plus tard transformé dans le spiritisme, bah, vient de là. Ça paraît logique, hein, quelque part. Donc l'évolution du cerveau, voilà, nous a permis d'activer notre cerveau émotionnel, le cerveau limbique. On a maîtrisé quelque chose bah, qui a permis cet échange. Parce que si on fait personne ne va comprendre. Et à chaque fois, c'est ça qui m'a toujours passionné dans tous nos ethnologues, anthropologues, sociologues, psychologues, tous les logs, c'est que personne ne m'a vraiment expliqué comment on est passé de à ce langage. Comment? Parce que j'ai un chat tous les jours, je lui fais des passe-passe magiques de chaman, il ne m'a jamais parlé. Je peux lui donner bah, des plantes, hein, il raffole du tabac, je lui en donne pas, hein, et j'explique. Je pourrais lui donner tout ce que je veux qu'un chaman a, il ne parlera pas. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé, véritablement. Le langage est devenu structuré. Comment des sons on est passé au langage structuré? Ça, c'est intéressant. Comment on a appris ce langage? Et surtout, qui nous l'a appris? Parce que vous avez un enfant, faites l'expérience. Non, vous ne la ferez pas, mais il y a d'autres études scientifiques qui l'ont fait. Un enfant de parents sourds et muets, s'il est toujours dans ce cocon de sourd et de muet, ne parle pas. Donc le langage, il vient bien d'un mimétisme quelque part. Un enfant, quand vous avez votre enfant, vous le voyez, il passe des à des pop, pop, papa. Ou alors chat, ça vient plus mon, moum, et après chat. L'enfant, il associe déjà justement une fonction de l'animal, le miaou, parce que c'est rigolo, c'est ça le mot. Le chat, c'est miaou. Mais avant de passer du miaou à chat, il y a eu une intervention de quelqu'un, les parents. Et tout d'un coup, il associe miaou, tu vois, chat, ses parents.
Il entend, et tout d'un coup, il se dit, tiens, hop, c'est deux choses, c'est la même chose. Donc le miaou, ça devient un chat. Donc chat. Et tous les mots sont faits comme ça. Et on a commencé par A, B. A, B, ba, be, bu. Hein, il fait, vous avez jamais vu un bébé faire Q en premier. Hein. Il fait A, B, voilà, B, ba. Pourquoi? Les deux premières lettres de l'alphabet. Pourquoi? Intéressant. Alors, le langage, qui nous l'a appris? Bah, on reprend les études des anthropologues. Allez, c'est reparti. Nous avons dû être obligés de modifier nos habitudes alimentaires et vraisemblablement à cause d'un bouleversement climatique. C'est ce qu'ils disent. Hein. Donc, on avait les australopithèques dans les arbres, il y a eu une comète qui est tombée, boum, ils se sont dit, ah, bah, on n'a plus à manger dans les arbres, on descend. Euh, ne, plus, ne pouvant plus se nourrir de baies, il a fallu chasser. Mais en tant que cousin des primates, on n'a pas les gènes de la chasse. Ça, personne n'explique aussi. Parce que comme dit Robert, ok, on est passé, on est devenus des chasseurs, après on est devenus agriculteurs. Mais comment on est descendu de l'arbre et pourquoi on est descendu de l'arbre et comment pour la première fois on a chassé. Je prends n'importe qui. Alors Sylvano, par exemple, je t'emmène toujours dans la petite jungle, on a trouvé de l'eau. Bien. Ah là, je te dis, ben maintenant, il va falloir te nourrir, il va falloir trouver un gibier et le tuer. Pas facile. Ah non, surtout avec moi. Parce que tu as peut-être pas les gènes du chasseur. Ah, je pense pas. Et c'est très spécifique. Les gènes de la chasse, c'est hyper élaboré. Quand vous prenez un lion, c'est hyper élaboré. Le lion, on voit qu'il a été fait pour chasser, pour tuer. Il a des griffes pour agripper, il a des canines pour déchirer, pour tuer vite, il a une musculature pour courir, pour casser le cou de sa victime le plus rapidement possible, parce qu'il sait que c'est sa survie aussi, qu'il faut qu'il... Oui, Je vais rajouter quelque chose de très intéressant sur ce que tu as dit là sur le langage. Parce que un bébé, si par exemple, il y a un bébé qui naît demain avec un QI de 200, il ne pourra pas parler néanmoins. Pourquoi? Parce qu'il a la glotte, c'est haut. Pourquoi? Parce que un bébé a la capacité de téter le sein maternel tout en respirant. Ok? Il n'y a qu'un seul conduit. Et c'est au bout de fonction, hein, 10 mois, 12 mois, 15 mois que ça descend, et que là, il a la capacité de parler, parce que sinon, il ne peut pas le faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a le langage. Mais c'est dangereux, parce que en même temps que ça descend, tu peux mourir. Et même si aujourd'hui, on en rigole, je ne sais plus combien de morts il y a. Pour ceux qui tiennent des statistiques, je crois qu'au Japon, rien qu'au Japon, il y a 3000 morts par an par quelqu'un qui avale de travers. oui, Ou qui a... Donc, c'est très dangereux, donc c'est un affaiblissement. Tu vois, alors que si tu prends la théorie basique de Darwin qui dit que l'évolution fait que tu deviens de plus en plus fort en fonction d'eux et tu t'adaptes eux, là, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse, mais qui nous a permis de donner le langage. Et la question est, effectivement, pourquoi? c'est ça. Donc, pour être efficace, voilà, il a fallu bien transmettre. Hein, quand il a fallu s'organiser. Tu imagines que quand on descend, ben, le premier singe homme qui est descendu, le premier bipède, déjà, il a fallu qu'il se tienne sur ses jambes. Ça va pas être facile. Et après, bah, il a peut-être poursuivi le premier truc qu'il voyait, et puis il s'est aperçu que bah, ça courait beaucoup plus vite que lui et qu'il l'attrapait jamais, quoi. Et il mourait de faim. Point barre. Donc, il a dû élaborer des stratégies, inventer des nouvelles techniques pour, par exemple, rabattre le gibier, pour pouvoir l'attraper avec ses mains, jeter des pierres, faire des filets, voilà. Donc, pour être efficace, il a fallu qu'il donne des ordres au loin et que ces ordres soient compris. Il fallait donc qu'il construise des sons structurés et qui ne faisaient pas partie de son patrimoine génétique. Ouais, en sachant aujourd'hui quand même que les chimpanzés, qui sont les cousins de l'Australopithèque, bien que eux ont la capacité de descendre aussi dans les arbres, Voilà. il ne leur a jamais venu l'idée de
devenir carnivores et de tuer d'autres bêtes qui pourraient, eux, facilement attraper parce qu'ils sont bien plus habiles que l'homme, que Homo sapiens sapiens. Ils n'ont toujours pas fabriqué d'outils. Comme tu dis, ton chat, t'as beau lui parler, ben, il parlera pas. Et eux, ils ont toujours pas. Alors qu'ils voient, pour certains, dans des zoos, dans des expériences avec des scientifiques, la manipulation d'outils. Alors, ils ne reviennent pas dans l'idée de construire un outil pour tuer un animal pour le manger. Bon, après, c'est vrai que quand on fait notre initiation chamanique, etc., on voit pourquoi ça s'est mis en place. Et, euh, et justement, il y a eu un personnage, bon, un peu controversé, mais c'est comme Castaneda, je comprends, ou Iliade, je comprends, ils sont incontournables parce que c'est vrai, ils ont travaillé, ils ont cherché. Donc, il y a Gordon Watson qui a écrit Le champignon divin de l'immortalité. Et justement, il pensait que les humains étaient omnivores. Euh, et qu'un jour, en fait, il aurait rencontré une plante très spéciale, qui est les champignons hallucinogènes, ou d'autres plantes, hein, mais psychoactives dans leur environnement. Et la stratégie de ces premiers humains qui étaient cueilleurs, enfin qui mangeaient, bah, euh, c'est comme on survit. Je te reprends encore dans ma petite jungle, etc. et tout, et je te dis bon ben, il va falloir manger. Et donc il va falloir tester. Il y a des plantes ouais, il faut les tester. Donc on les met sur le bord des lèvres, on voit si c'est piquant, si c'est piquant, etc. On les met sur la langue, on voit ce qui se passe. On attend, hein, à chaque étape, on attend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, une fois, eh ben, on prend un petit bout et on l'avale. On attend encore 3 heures. Et si tout se passe bien, c'est qu'elle commence à être comestible. Si on n'a pas eu voilà. Donc, bah, eux, ils faisaient pareil. Ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient et ils vomissaient tout ce qui était pas bon pour eux, tout ce qui était voilà. Quoi. Euh, et donc, ils faisaient des expérimentations comme ça, pragmatiques. Et en fait, Watson disait que l'état de conscience bah, un jour, ils ont mangé un champignon et cet état de conscience pouvait être induit par les champignons ou d'autres hallucinogènes qui donnaient en fait une bonne raison aux humains cueilleurs bah, de retourner régulièrement à ces plantes afin de réexpérimenter leur envoûtante découverte. C'est ça qui est extrêmement. Enfin, moi j'allais dire le mot jubilatoire. Quand tu sais ça, parce que, je vais vous dire, après, si on a le temps, il y a une étude. Ils ont essayé de refaire ça. Et ça a marché, justement, avec des singes. Et vous comprenez que cette réexpérimentation, ça te parle pas. Créode, ça te parle pas, ce terme de créode, avec Rupert Sheldrake, mais c'est aussi un processus qui a été créé par Waddington. C'est lui qui a dit le mot créode. Une voie d'activité de développement, une voie d'activité une habitude, voilà, quelque chose. Plus on fait cette chose-là, plus elle a une existence. C'est très important. Imaginez que maintenant, si on fait quelque chose physiquement, ça crée une créode et on a envie de revenir. Et plus on revient, plus en fait, plein de monde fait le même geste. Hein, regardez les travaux de Rupert Sheldrake, on en parlera aussi. Mais vous comprenez que si on arrive à induire à des peuples de faire toujours la même chose, un rituel, et qu'on le fait toujours de la même manière, peut-être qu'on peut induire un esprit, un alter, un égrégore qui prend vie. Important, on en parlera bien plus tard, c'est juste je vous donne des petites sucettes là. Donc quand on interroge les chamans, en fait il n'y a aucun doute sur les vrais chamans, la plante est sacrée. Et est au cœur de toute initiation. Elle est le lien. Alors,
Ok, super. Mais est-ce que cette théorie est vérifiable et vérifiée? Hein, les débunkers. Est-ce que, voilà, vous voulez toujours quelque chose qui soit vérifiable et vérifié? Eh ben voilà. Eh ben, il y a eu des chercheurs qui font pas de YouTube, qui font pas voilà, ils sont pas connus, et en fait, voilà, mais ils essayent de trouver des solutions. Et ici, s'il y a un illuminé qui dit que ah ben, il y a des singes qui sont descendus des arbres, ils ont mangé des champignons, et tout d'un coup, ça leur a donné le langage. Ah oui, quand on dit comme ça, évidemment, hein, là, je vais être débunké. Hein. Mais si je leur dis, eh ben, un début de réponse a été donné en Tanzanie, dans un parc, le Gone National Park, eh ben, il y a des primatologues. Ils se sont aperçus que les chimpanzés qui modifiaient leur régime alimentaire en réaction à leur environnement. Et si ces singes-là mangeaient des champignons hallucinogènes, ça modifiait quelque chose chez eux. Alors, ça se comprend, hein, quand tu as une plante qui est bénéfique, qui est bonne, un fruit juteux, etc., bah, tu as envie toujours de le remanger. Euh, Quand tu as une personne qui est malade et tu t'aperçois que cette plante-là bah, soigne, cicatrise, bah, une fois que une autre personne ou toi-même se coupe, tu vas pas réexpérimenter d'autres plantes. Tu vas directement à cette plante-là parce que tu sais qu'elle a un résultat. Donc ça se comprend. Maintenant, ce qu'il est moins et ce qui se comprend moins, c'est qu'ils ont fait justement ces singes, ces hommes, ils ont découvert les plantes hallucinogènes. Et ils ont surtout constaté qu'il y avait une modification de leur comportement. Donc les primatologues, ils ont donné des champignons, des plantes hallucinogènes, et ils ont regardé leur comportement. Et ils se sont aperçus que le comportement était plus performant que les autres singes. Comportement que les primologues classaient comme plus performant que les singes qui n'en consommaient pas. Le facteur qui fit surgir la conscience humaine d'un singe bipède à la vision binoculaire impliquait une réaction en boucle avec les plantes hallucinogènes. Je sais, j'alambique, mais c'est prodigieux. Il y a des scientifiques qui ont démontré que si on donnait des plantes hallucinogènes à des singes, ça modifiait leur comportement et que leur comportement était plus performant que les singes qui n'en consommaient pas. J'ai répété 3 fois. Parce que ces nombreuses études, ils ont montré que les psychotropes ont une influence sur la conscience. Et n'oubliez pas que la conscience, c'est une capacité qui est quand même singulière à l'humain. On peut même dire que cette capacité singulière a atteint sa plus haute expression apparente chez l'humain. Un humain a conscience, et c'est justement cette conscience qui lui confère une immense et indéniable facilité d'adaptation à l'individu qui la possède. C'est ta conscience, c'est ta conscience qui va te permettre de survivre dans la jungle. Là, maintenant, avec moi, je t'emmène dans la jungle. À nous deux, on va survivre. Parce que, ici, parce que justement, on sait s'adapter. Ouais, je te fais confiance, je te suis. Tu me fais confiance. Voilà, parce que ma conscience a été travaillée, a été, voilà, sur cette notion de survie. Alors, les scientifiques, ils vont extrapoler ce comportement alimentaire aux premiers primates. Et justement, ils se sont aperçus que ça peut être un facteur caché dans l'évolution de l'être. Et ils pensent que le langage humain provient justement de cette synergie du potentiel que la conscience organise dans l'activité du primate, dans ses organes, que justement la plante hallucinogène lui a amené une conscience de langage. Oh, bon, ça peut être débunké. Ben, on y va.
On va regarder notre petite littérature occidentale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Eh ben oui, 1973, Henri Moum, le champignon du langage. Alors, je vais citer Moum. Le langage est une activité estatique porteuse de sens. Sous l'effet de champignons, la fluidité, l'aisance, la justesse d'expression dont on devient capable sont telles que l'on est abasourdi par les mots qui jaillissent du contact entre l'intention de l'énoncé et la matière de l'expérience. Waouh! La spontanéité que les champignons libèrent n'est pas seulement perceptuelle, mais linguistique. Spontanéité des paroles, discours vibrant et lucide, verbe en action. Waouh! Pour le chaman, c'est comme si l'existence poussait en et à travers lui. Waouh! Moi, quand j'ai lu ça, excuse-moi des expressions, excusez-moi mes auditeurs, j'étais assis sur le cul. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà. Et après, tu commences à comprendre pourquoi. Depuis 1950, 73, ça a été là à l'époque. Les programmes NK Ultra, les programmes de manipulation, etc. Si le champignon, si l'hallucinogène avait une action sur la conscience et sur l'esprit, t'imagines? Si on maîtrisait ça, si on contrôlait ça, si on arrivait. Ouais, les plantes hallucinogènes ont pu servir de catalyseur pour tout ce qui nous différencie des autres primates. On prend dans ce zoo-là, ils ont pris deux familles de primates, les mêmes, codes génétiques les mêmes. Ils ont donné des plantes hallucinogènes à une variété. Cette variété a été plus performante et que immédiatement, c'est pas des générations après, c'est pas une modification génétique, c'est pas une évolution par rapport à des éléments extérieurs qui se sont fait adapter et devenus plus performants. Les deux tribus étaient dans le même endroit, avec les mêmes facteurs, la même nourriture. Sauf ce qui a différencié, c'est qu'on leur a apporté des plantes hallucinogènes. Et tout d'un coup, ces singes-là se sont devenus plus performants. On leur donnait des outils, ils étaient plus performants. On leur donnait des labyrinthes, plus performants. On leur donnait des nourritures qu'ils ne connaissaient pas, ils savaient comment la manger. Étonnant, non? Ça, c'est sûr que c'est très, très, très intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes les religions, on parle, dans notre religion, au commencement était le verbe. Tout le monde reprend cette phrase-là pour dire que le verbe, nini, nanana, nanana, on le souffle, le truc, le truc. Mais au commencement était le langage. Oui, au commencement était le langage. Mais qui c'est ce langage? Qu'est-ce que c'est ce langage? Qui nous l'a apporté ce langage? Et là, il y a des scientifiques qui commencent à dire, il y a des plantes hallucinogènes qui ont amené une forme de langage à des singes. Parce que ils sont devenus, ils ont modifié leur langage pour être plus performants. Et ça, tu te dis, tiens, c'est pas si fou. C'est dingue, c'est vrai que si je parle que toutes les fonctions mentales que nous associons à l'humanité, le souvenir, la projection imaginaire, le langage, la dénomination, la parole magique, la danse, un certain sens du religieux, la spiritualité, peuvent provenir de l'interaction de plantes hallucinogènes. Waouh! Moi, je comprends pourquoi quand ils ont découvert ça, beaucoup de gens, de scientifiques dans les années 1900, etc., ils se sont jetés là-dedans. Vous vous rendez compte? Bien sûr, notre société, comme beaucoup d'autres, hein, il trouvera cette théorie difficilement acceptable.
parce qu'on a fait, parce que nous avons fait de l'extase, de la transe, obtenue, tu vois, par le LSD, obtenu pharmacologiquement, bah, c'est un tabou. Ça devient un tabou. Tabou, voilà, issu de l'Église médiévale aussi, la période obscure, l'Inquisition, les bûchers. Faut comprendre. Comme je dis, quand il y a un croyant qui me dit que je suis le diable, oui, je le comprends pourquoi. Parce que tous ces gens qui faisaient l'Inquisition faisaient croire que tous les épisodes magiques, que les dérangements un peu de la tête, la schizophrénie, etc., c'était imputable au diable. Voilà pourquoi aussi l'Église a supprimé la connaissance des plantes. Certaines plantes, pour lesquelles? La lavande, l'ail, le romarin. Mais non, la datura, la belladone, la conite, la mandragore, etc., etc., etc. Parce que le rôle que celle-ci, elle pouvait jouer dans certains rassemblements, allez, on va faire mystique, hein, rassemblements nocturnes, activités pratiquant la sorcellerie. Mais après, en fait, ces gens-là, il fallait, le diable était ridicule. Il devenait ridicule, c'était réduit à l'absorption de simples herbes ou pour faire fonctionner des charmes. Il fallait un adversaire fort pour que la propre religion, alors je vais prendre la mienne, hein, le Christ, il fallait que il y ait un adversaire fort contre le Christ pour que le Christ devienne fort, pour qu'il devienne le sauveur. Et, et c'est pour ça, il est presque légal. Il ne pouvait pas être induit par des gens qui mangent des plantes. Le diable ne pouvait pas venir de, enfin, ça pouvait pas être ça. Donc voilà. En gros, pourquoi c'est un tabou? euh, bah, allez, euh, le chamanisme est issu d'un hasard. Ouais, c'est tout ce qu'on entend. Dû à une évolution, une adaptation évolutive de survie, un accident alimentaire. Il a pris des champignons et boum. Euh, ça a élargi et développé la conscience. La conscience dans laquelle est né le langage. Ce fameux langage qui a modifié irrémédiablement nos comportements par le miracle de l'analyse de nos expériences. Ouais, bien évidemment, oui. L'explication, elle peut tenir la route, hein. Le chaman fait le chamanisme. C'est vrai. Si le chaman fait le chamanisme. Non, vous comprenez pourquoi j'ai expliqué dans le tome 1. Attention. Si le chaman fait le chamanisme, c'est la poule qui fait l'œuf. Donc la poule est arrivée comme ça. Poum. Donc l'homme est arrivé comme ça. Poum. C'est-à-dire qu'il y a Adam, Ève, ils sont arrivés ici, ils ont forniqué, et après ils ont fait que des consanguins. Si le chaman fait le chamanisme, nous sommes dans cette philosophie du créationnisme. Ça arrivé comme ça. Alors, bien sûr, Dieu n'existe pas. Bah, on a inventé les ovnis. C'est simple. Alors, si Dieu n'existe pas, bah, c'est d'autres humains qui sont arrivés. La poule fait l'œuf. Donc, si on n'explique pas comment la poule est arrivée, bon, si Dieu n'existe pas, bah, on invente quelque chose d'autre. Alors maintenant, Dieu n'existe pas, les ovnis, ils n'existent pas, et ben on va inventer l'intelligence artificielle avec le gros ordinateur. La poule fait l'œuf. Il est arrivé comment cet ordinateur? On est toujours là. En fait, le chaman a empiriquement fabriqué sa religion, le chamanisme. Voilà, ça c'est vrai, oui, pour un observateur qui reste en dehors du système. Un observateur qui ne veut pas rentrer dans une compréhension du chamanisme. Pour lui, le protocole scientifique va rationaliser tout ce qui peut appréhender, le démontrer.
Voilà. Ce protocole nous offre une explication du concept chamanique, reproductible par la transmission orale d'un savoir empirique. C'est un peu simple, hein, hein. La poule qui fait l'œuf, c'est simple. On est arrivé comme ça. C'est simple. Expliquez-moi l'évolution. Comment cette poule est arrivée sur cette terre? Alors vous allez me dire, ouais, mais la poule, c'est facile, hein, on sait les stades de la bactérie, du poisson, du truc, du machin, etc. Oui, 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 bien, bien. Mais le chaman fait le chamanisme, la poule fait l'œuf ou l'œuf fait la poule? C'est tellement simple que les gens, ils s'arrêtent là. Mais le langage, ok, on parle, on parle, on parle. Oui, mais comment le langage est arrivé? Le langage, si c'est la poule, alors est-ce que la poule a inventé les mots? Le langage a inventé les mots? Mais qui a inventé le langage? Qui a inventé cette poule? Putain, si celui-là je le tiens, je te dis, je lui donne deux baffes, hein. Pourquoi ça fait 50 ans que je te cherche? Bon, allez, pourquoi ça bloque? Allez. Pourquoi la probabilité de l'expérience empirique? Pourquoi l'effet des plantes hallucinogènes nous a développé des sens, nous a développé une conscience? Vous comprenez pourquoi l'ayahuasca, la chacruna, le truc, le machin. Imaginez, il est impensable pour quelqu'un, même s'il a été initié, c'est la poule qui fait l'œuf, hein, n'oubliez pas. Donc la poule, ça va être le chaman. Comment ce chaman a trouvé les bonnes plantes? Il est impensable de trouver les bonnes plantes parmi celles qui donnent la mort, par exemple. Ou alors l'obtention de synergie qui, en fait, l'ayahuasca, c'est fait de deux plantes. Une plante qui donne des hallucinations et l'autre qui bloque les récepteurs qui permettent à la plante qui donne les hallucinations de passer. Sinon, les enzymes de l'estomac la dégradent. J'ai des petits diplômes en chimie en plus. Je peux vous dire qu'il faut un bac au moins plus 4 pour trouver la bonne synergie qui demande de trouver une plante qui inhibe une autre plante. Ils n'ont pas de laboratoire. Alors, expliquez-moi comment ils font. Ils parlent aux esprits des plantes. Ah, l'esprit arrive et dit salut petit chaman, bah écoute, avec cette plante-là, il faudra de la chacruna parce que c'est important, parce que la chacruna donne les visions, mais la liane, elle, en fait, va t'inhiber. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe? C'est un peu une explication bancale, hein. En fait, la poule n'a pas créé l'œuf, hein. Non. Ou alors j'ai rien compris, moi. Ou alors vraiment, voilà, je vais penser qu'on a un gros ordinateur et que je suis juste une grosse farce illusionnée. Je suis juste un programme, quoi. Voilà, voilà. Si, mais si, voilà, au moins je suis tranquille. Je cherche pas d'explication, ça me convient. Tous mes malheurs, bah, c'est un virus, hein. Ah bah tiens, le virus de la grippe, tiens, on va en parler, tiens. Non, voilà, c'est un virus. Il y a un gros ordinateur, mais il est méchant parce qu'il a attendu des millions d'années avant vraiment nous donne la pâtée. Hein, il a attendu que notre cerveau comprenne comment on peut fabriquer un ordinateur pour que il puisse s'en servir pour faire des choses. Ouh, ah, ouais, la poule n'a pas créé l'œuf. Ouais, hein, moi j'en suis sûr, hein. Ok, alors si c'est pas l'homme qui a fait le chamanisme, et qui c'est qui a fait le chamanisme? Si le chamanisme c'est la poule, mais qui c'est qui a créé cette poule? Eh ouais, bah voilà. Alors mes amis néo-chamans, si vous savez pas encore le secret, bah, vous savez que c'est un des secrets les plus gardés par les vrais chamans. Ils veulent pas que ça se dévoile parce qu'ils savent le danger. Ils savent le danger de la manipulation qu'on peut obtenir de ça. Et c'est pas vieux.
Depuis 1950, c'est fait. Et nous sommes en train de le subir, malgré nous. Bien sûr, on ne nous donne pas des, euh, des champignons hallucinogènes, etc. Mais regardez bien votre alimentation. Regardez bien les synergies qui sont dedans. Expliquez-moi pourquoi un pain industriel, il a 20 ingrédients. Et pourquoi mon boulanger, il le fait avec 4 ingrédients. Expliquez-vous. Posez-vous la question. Posez-vous la question pourquoi il y a du sucre partout. Posez-vous la question. C'est un bon conservateur? Eh ben, allez dans les tribus en Sibérie. Ils utilisent le sucre? Non, ils utilisent le sel. Et alors, je te donne la parole, Sylvano. Et en tant que petit biochimiste que j'étais quand j'étais jeune, les boîtes de pétri, quand je veux faire une culture d'un virus, etc., je mets sur quel support? Un support sucré. Ah ouais, tiens, c'est intéressant. Un support salé? Non, non, ça ne conserve pas. Un support sucré. Et on dit que notre nourriture a du sucre pour aller contre les bactéries, c'est un conservateur, etc. Je sais pas. Alors, d'un côté, il fait une prolifération de virus et de bactéries, de l'autre côté, il préserve contre les virus et les bactéries. Vous m'expliquez? D'accord. Bah, au débunker, allez-y, expliquez-moi. Si, moi, je suis le premier, hein. Je serai le premier à vous croire. Tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Non. Alors, tout Je va bien. suis 100% d'accord avec toi. Le sel est l'ami de l'homme, le soleil est l'ami de l'homme, et tout ce qu'on présente comme ennemi de l'homme, en fait, ce sont des amis, quoi. Et hein. Exactement. Voilà. Mais voilà. Euh, voilà. Donc, l'homme fait le chamanisme. Voilà. Bah, moi, j'y crois pas. Surtout que s'il est mis en avant comme un maître, un gourou, son charisme, il est entretenu par l'ego, par la taille du tambour, par le costume le plus extravagant. Hein, regardez le Père Noël, vous allez dans dans les galeries, vous allez vers quel Père Noël? Celui-là qui a le plus gros costume, la plus grosse barbe, le plus gros. Tout est fait comme ça pour en fait nous leurrer. Ok, bon, alors c'est quoi ce secret, quoi, hein? Ça serait intéressant de le savoir. Vous savez, quand on se croise entre personnages un peu délirants, voilà, en plus on s'appelle pas chaman, non. Franchement, c'est un mot qui est venu bien avant, bien après, et on s'est jamais dit qu'on était des chamans. Et si quand ils veulent transmettre le secret, et ils disent souvent euh, en parlant des nouveaux chamans, ouais, ouais, tu as subi l'initiation d'un chaman, mais tu es encore très très loin d'être un chaman. Oui, tu as été initié au langage des esprits. Oui, tu en tires un enseignement qui t'amène vers une compréhension de ton monde, de tes pairs. Mais c'est le gardien de la porte qui va te choisir pour être un vrai chaman, pour subir la vraie initiation. Il va te choisir, je parle de gardien, il va te choisir pour être le pont, un pont entre les hommes. Et quand il te choisit, tu ne pourras pas te dérober. Tu ne pourras pas te dérober. Maintenant, tu vas connaître l'esprit de toute chose. Maintenant, tu vas mourir. Voilà, ça, c'est les paroles. C'est les paroles quand ton chaman, ton, alors, je vais te dire le mot, ton maître, celui-là qui t'initie, celui-là qui maîtrise, c'est dans ce sens-là, pas ton supérieur, pas celui-là qui, c'est pas une hiérarchie, celui qui maîtrise, celui qui a été désigné par quelqu'un pour transmettre quelque chose à quelqu'un qui a été désigné par le même présence, la même entité ou le même gardien,
il te dit tu vas mourir. Et tu peux t'y dérober. Bah, j'en ai pas beaucoup. Hein. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, l'ayahuasca, etc. C'est super. Hein. Un manite tu mouches? Ah non. Ah bah non. Non, non, elle est mortelle, celle-là, quand même. À certaines doses, elle est mortelle. 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 Pas mort symbolique. Mortelle. Tu vas mourir. Bref. Euh, c'est intéressant aussi ces paroles-là. Après, bon, tu sais, mon historique templière, etc. Donc, je me suis intéressé à ce monde-là aussi. J'ai voulu comprendre. C'est intéressant aussi que dans la franc-maçonnerie, au 30e degré, on te dit aujourd'hui, tu rentres dans la véritable initiation. Ça veut dire que tu as quand même passé à peu près une vingtaine d'années à enseigner des choses. Et au 30e degré, on te dit oublie tout ce que tu as appris, parce que c'est faux. Maintenant, tu rentres dans la véritable initiation. Intéressant. C'est un peu ce que fait le chaman, ce que je viens de te dire. On fait pendant 6 mois, truc, on prend des plantes, ça nous donne des clés pour nous connaître nous-mêmes, nos émotions, etc., nos peurs, nos trucs. Et puis à un moment donné, on te dit, ben voilà, tu es prêt maintenant. Tu es prêt, on t'a désigné, tu vas devenir un chaman. Ou tu vas devenir un autre mot, mais bon, on va utiliser ce mot chaman maintenant. Mais ça implique quelque chose, que tu vas mourir. Parce que le secret ne se transmet que comme ça. Et une fois qu'il est transmis, ce secret, celui qui t'a donné, il va mourir vraiment. Il a fini sa vie. Il a fini son travail. Et voilà, le mien, euh, sans savoir qu'il m'avait transmis quelque chose, bah, dans l'année qui a suivi mon initiation, bah, il est parti. Voilà, tranquille. Il m'a laissé le bébé. Voilà. Ok, bon, allez, on va revenir à quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a vu que les psychotropes sont indissociables du chamanisme. Et dans les plantes psychotropes, ce sont surtout les champignons, des psylos, des petits psylos là, tous les petits gamins ils mangent parce que ça fait un super effet, jusqu'à la manite tumouche, jusqu'à des champignons mortels. Il y en a d'autres. C'est omniprésent sur tous les continents. Le chamanisme de tous les continents utilise les champignons, malgré ce qu'on peut lire. Mais évidemment, il y a des législations sur les drogues et il y a des religions qui ferment, qui ont enlevé ce côté-là et qui obligent aux gens de dire, de ne plus le dire, de ne pas le dire. Comme à l'Inquisition, on a enlevé la belladone, le datura, etc. Et, euh, et bien sûr, comme vous voyez, c'est pas parce que vous allez prendre des plantes que vous allez devenir un chaman ou que que la plante va vous dire des vérités et qui va vous guérir. Bien au contraire, arrivé malade, vous repartirez plus malade. Parce que on arrive malade, c'est vrai, hein, on arrive malade, mais on a 6 mois de travail pour sortir de notre mal-être ou notre maladie avant de prendre. Donc quand je vois tout ce tourisme et quand je vois en plus des docteurs qui sont devenus des chamans, qu'ils encouragent par leur diplôme à des Européens à venir parce qu'ils se croient en sécurité, non. Alors bien sûr, vous signez une charte. Hein. Non, je ne suis pas schizophrène. Non, je ne prends pas d'anxiolytique. Non, je suis. Non mais ça veut dire que tout le monde est sincère. Et puis,
Un chaman, il travaille aussi avec son initié et il voit les doses, il adapte les doses. Il est tout le temps 24 heures sur 24 avec lui. Comment on peut enseigner à 15 personnes sous une yourte, sous une hutte, comment 15 personnes peut avoir l'attention, et l'attention avec deux mots, la tension entre le chaman et lui. Quand un chaman va s'occuper d'une personne qui est partie dans un autre monde et qu'il faut la ramener, s'il y en a une autre personne qui fait la même chose, ah non, mais il a le don d'ubiquité, de se séparer, etc. Bah non. Parce qu'il y a une tension. Et cette tension-là, elle est humaine. Le chaman est un humain. Donc, soit il peut le faire au détriment de son physique. Donc, bien sûr, il peut se fractionner, il peut fractionner son esprit, sa conscience, pour aider 10 en simultané, mais il paye. Et l'addition est salée, pas sucrée, et très salée. Et donc, il y a très peu de chamans du tourisme qui, vu le nombre de personnes qu'ils ont, mettent en danger leur corps parce qu'ils auront plus de sous après s'ils sont malades. Pensez à ça. Je vais me servir. Alors après, alors le champignon. Euh, Est-ce que je vais vite passer. Vous allez voir comprendre pourquoi le champignon est important. Je vais citer Terence McKenna, qui est aussi une figure du chamanisme qui est pas très recommandable, mais il a fait beaucoup de travaux et beaucoup d'expérimentations. Et c'est quand même important d'entendre ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et en fait, il y a un jour, il a eu une grosse expérience et le champignon lui a parlé. Il lui a dit, donc je le cite, hein, je suis ancien, c'est le champignon qui parle. Je suis ancien, plus ancien que la pensée dans vos espèces, qui elle-même est 50 fois plus vieille que votre histoire. Bien que je suis sur la Terre depuis très longtemps, je viens des étoiles. Ma maison n'est d'aucune planète. Hmm. Là, je vois ceux qui dormaient dans le canapé, tout d'un coup, ils se disent Pling, ovni. Ah, ça y est, les champignons sont venus de l'espace. Et ouais. Et il est vrai que l'homme cherche partout son image ou sa ressemblance. Dieu a fait l'homme à son image. On veut toujours essayer de faire comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire ce champignon? La loi de l'évolution change incessamment les formes, les organes, les tissus. Et la poule a fait l'œuf ou l'œuf a fait la poule. Mais en fait, c'est l'œuf qui a fait la poule. C'est une cellule qui a fait la poule. C'est par une cellule que toute vie commence. Ça serait intéressant de comprendre comment la vie est vraiment venue sur cette terre. Comment cette petite cellule a fait un homme en passant par les algues, en passant par les bactéries, les virus, les oiseaux, les poissons, l'homme. Pourquoi on a tous, quand on fait tous ces, euh, ces espèces, si on enlève la peau, les muscles, etc., et on regarde leur squelette, on est tous pareils. On a tous quelque chose identique. On est tous des clavicules, on a tous des bras, des mains, des jambes, des doigts, tous des 5 doigts, que ce soit des oiseaux, des poissons, des cétacés, mammifères. On part tous d'une cellule. Comment peut-on prétendre parler aux plantes, aux animaux? Comment peut-on prétendre parler aux plantes, aux animaux? Si on n'est même pas capable déjà de savoir d'où on vient et comment on s'imbrique. Si je ne fais pas l'effort d'aller, quand je fais mon voyage en Chine, d'aller comprendre
la culture chinoise, j'ai pris l'Orient parce que c'est vraiment une culture différente de la nôtre. Comment on prend, quand on va dans ce pays, si j'arrive comme ça, comme un bon Français, et j'arrive dans le pays, mais je suis pas compris, je suis pas, je suis rejeté par cette société. Il faut que je m'instruise leurs coutumes, je apprenne un peu des mots. Il faut que je comprenne leur histoire. Pourquoi un chaman ne veut pas prendre l'histoire, comment est apparu les plantes, les animaux, etc. Peut-être ça va leur aider. Hein, ben, pendant les 6 mois de compréhension, avant de prendre les plantes, ben, on apprend ça. La matière, elle n'est pas apparue par la loi du Saint-Esprit, quoi. Elle s'organise en résonance à une fréquence. Elle est l'expression d'un univers issu d'un multivers. Vous comprenez pourquoi j'avance doucement. Parce que si je commence à parler des multivers, si je commence à parler de fréquences, si je pense par exemple de quantique, de fractal, je vais tomber sur les débunkers tout de suite. Parce que c'est vrai, je vais trop vite. Je commence à parler de chinois bien avant d'apprendre déjà les idéogrammes chinois. Non, étape par étape. Est-ce que faut comprendre que les champignons, prenons la définition de Wikipédia. Les champignons ont coévolué avec les plantes, avec lesquelles ils vivent en parfaite symbiose. Le rôle de le développement des plantes est crucial. Les champignons se nourrissent en absorbant de préférence des substances chimiques. Ils transfèrent aux plantes de l'eau, des sels minéraux. Ils communiquent avec les racines des plantes, soit par pénétration. Ils prélèvent dans le sol de l'azote organique et minéral qu'ils fournissent aux plantes sous forme de vitamines, d'antibiotiques ou d'hormones. Sans eux, les plantes mourraient par manque de minéraux. Ils ont aidé les premières plantes terrestres il y a 400 à 450 millions d'années. Vous comprenez que quand vous parlez à un champignon, vous ne parlez pas à un champignon de Paris dans votre assiette de salade. Vous parlez à une entité qui a 450 millions d'existences, qui a mémorisé 450 millions d'informations, d'années d'informations. C'est quand même énorme. Le champignon, dans sa vision, il dit encore: beaucoup de mondes dispersés à travers le disque brillant de la galaxie, notre Soleil, fournissent les conditions permettant à mes spores de prendre vie. À mes spores de prendre vie. Le champignon que vous voyez est la partie visible de mon corps qui se dresse pour un bain de soleil. Alors, la partie visible de mon corps qui se dresse pour un bain de soleil, c'est génial, hein, il a fait une belle image de dire que c'est le système reproducteur, c'est sa sexualité qui sort de la Terre. Donc, hein, en plus, c'est très phallique. Hein. Vous prenez un champignon, vous le regardez, c'est très parlant. Mais mon corps, je reprends le champignon, mais mon corps est si vaste en dessous de la Terre qu'il ne fait qu'un avec des milliers d'espèces. Bien sûr, le champignon, c'est pas ce que vous voyez à l'extérieur. C'est le mycélium qui est dans la Terre. Mon vrai corps, c'est lui qui reprend le champignon, la citation. Mon vrai corps est un réseau fin de fibres s'étendant à travers le sol. Ces réseaux peuvent couvrir des hectares et peuvent avoir bien plus de connexions que les neurones d'un cerveau humain. Mon réseau mycélien est presque immortel. Seule la toxification soudaine d'une planète ou l'explosion de son étoile mère peut me balayer. Ce corps mycélien est aussi fragile qu'une toile d'araignée, mais la mémoire et l'hyper-esprit collectif forment une vaste archive historique de l'intelligence en évolution dans une myriade de mondes autour des étoiles. Voilà la vision qu'il a eue. Waouh! Le champignon, de par sa structure du mycélium, il est 10 000 fois plus puissant que notre cerveau. Il fait 10 000 fois plus de puissance, de connexion qu'un cerveau.
Waouh. Il faut savoir que on se prend supérieur hein, aux plantes. Alors là, petit mot pour les véganes. Vous ne voulez pas manger des animaux parce que ça a des émotions, etc. Ouais. Mais si je vous dis que les végétaux, etc., sont bien plus supérieurs et bien plus intelligents que les animaux et que nous, ça vous fait rien là maintenant de manger le grain de riz? Le grain de riz, il a 40 000 gènes. Nous, on en a que 27 000. Ok? Donc, messieurs et mesdames les véganes, c'est super sympa. Moi aussi. Hein, ça s'appelait pas vegan, ça s'appelait végétalisme. Donc, pas de, pas d'animal, pas d'œuf, pas de truc, parce que ça dit conscience, ça a une âme. Mais par contre, allez, on peut s'envoyer des plantes, allez, on peut donner des bons coups de pioche dedans, on peut bien manger la salade. Mais oui, mais l'arbre, c'est très bien, on peut le scier, on en fait du bon papier, on en fait des bons meubles. Moi, ça me fait hurler. Ça me fait hurler. Parce que tous les gens n'ont aucune conscience de ce qu'ils font, de ce qui se fait. Le pauvre petit chaman indien amérindien faisait une prière de remerciement, pas de demande, parce que nous, on est tellement cons, pardon, que aux anges, on demande quelque chose, on les remercie pas d'être là. On les voit pas de toute manière. Par contre, s'ils ont une action, ah, ça c'est bien. Hein, on leur demande. On demande toujours à quelqu'un de plus haut que nous de nous aider, mais on n'aide personne. Donc, ok, les véganes, allez-y, mangez les bonnes petites salades, mangez les bons petits champignons et vous ingérez 450 millions d'années d'informations. Vous détruisez 450 millions de mémoires. Intéressant, non? Bref, euh, ouais, voilà, on revient sur ces petits arbres là. On croit que tout connaître des arbres, mais en fait, on connaît rien. Et pourtant, allez, intéressez-vous un petit peu à ce qui se fait là dernièrement. Depuis 2017, là, il y a des scientifiques qui reviennent et qui commencent à comprendre comment fonctionnent les végétaux avec leurs fréquences. Ils parlent, ils communiquent chimiquement. C'est incroyable. Je vais pas passer encore plus de temps là-dessus parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez aller voir, quoi. Je mettrai Vraiment. un lien sur les recherches. C'est l'Université de Florence en Italie qui est très très en Ouais, avant. très bien, ouais. Hein, Mm. je mettrai un lien dans le. Ouais, ouais. Ils peuvent voir un petit peu effectivement tout ce que tu dis, la puissance incroyable des arbres. Ouais, après, on dit, ouais, les arbres, ils sont inférieurs à nous, ils bougent pas, etc. L'animal, ça bouge et tout. Mais réfléchissez un peu. Bien sûr qu'en 1900, etc., la géologie n'était pas aussi experte que maintenant. Interrogez-vous, regardez les nouveaux trucs de géobiologie. Et vous allez comprendre qu'il y a des arbres, ils ont colonisé la planète entière sans bouger. Des arbres ont colonisé la planète entière. Nous avons à Nice des palmiers. C'est impensable d'avoir à Nice des palmiers. Hein, alors que c'est vraiment un arbre qui n'est pas du tout adapté. Mais allez voir la géologie, allez voir les périodes glaciaires. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette Terre? Pourquoi il y a telle planète là? Pourquoi les arbres sont arrivés? Et vous allez voir quelque chose qui est extraordinaire, quoi. L'arbre n'est pas défini comme une arborescence évolutive des plantes. C'est vraiment des êtres à part. Et il y a des espèces d'arbres qui sont plus là et qui sont à l'origine de nous. Quand vous prenez une petite cellule de développement hein, d'un arbre, la graine, c'est exactement comment un corps humain, dans les 3 premières semaines, c'est la même chose. Vous prenez une graine de courge et vous prenez un fœtus humain dans les 3 premières semaines, je crois que c'est ça, c'est la même chose.
ils se développent pareil. Après, ils se différencient. C'est ce qu'on appelle les créodes. Une fois. Alors, c'est vrai que nous, les chamans, on a un certain lien avec l'arbre. Parce que pour nous, c'est vraiment celui qui nous a amenés. On descend de l'arbre. Génétiquement, on descend de l'arbre. Et pas du singe. Le singe, c'est il descend aussi de l'arbre, ce singe. Comme la poule descend aussi de l'arbre. Ce sont pas des arbres. C'est pas le boulot que vous voyez dans votre jardin, évidemment. Ce sont des arbres qui ont des millions d'années, qui ont suivi cette évolution à un moment donné de la petite cellule que je vous ai parlé tout à l'heure, jusqu'à faire un être complètement différencié. Mais regardez, je vous incite, si vraiment vous voulez qu'on fasse une émission vraiment particulière là-dessus, j'aimerais bien avancer un peu sur le chaman, qu'on reste pas trop à décortiquer tout ça, quoi. Mais si vraiment vous voulez voir, ok, je peux le faire. Il y a en plus là, j'ai regardé en préparant cette intervention, j'ai regardé, mais j'ai dit, maman, mais si j'avais eu toutes ces informations quand j'avais 24 ans, oh, mais j'aurais fait un immense travail de plus, quoi. On a la chance qu'il y a des scientifiques, pas des debunkers, des scientifiques qui ont, qui sont publiés, hein, publiés par la revue, par l'autorité scientifique, qui font des travaux sur les arbres. Et vous verrez, et sur justement le côté génétique, le côté reproducteur. C'est quand même fou. Est-ce que Oui, ça a un lien avec aujourd'hui ce que tu racontes avec la sylvothérapie? c'est une conséquence. Oui, oui, c'est bien sûr, oui. D'accord? Mais tu as aussi la musicothérapie avec les plantes, hein. Je crois que tu as quelqu'un hein, Oui, qui met un oui, appareil sur les plantes tout à fait. C'est assez impressionnant, hein, les sons oui. que l'on. Et pour te dire que, alors la NASA et tout, alors bien sûr, ils envoient beaucoup de monde sur la Lune, mais ils font des travaux aussi très intéressants que d'envoyer des personnes fictives sur la Lune. Et c'est pour que tu te prépares l'émission sur la Lune. On pourrait faire une émission ensemble avec Wari Henry sur justement les arbres, Oui, ça serait puisque intéressant. quand même, je l'ai vu faire des choses assez impressionnantes. Ouais, Enfin, bon, pas lui, mais les arbres font des choses ouais. quand même assez impressionnantes que tout un chacun ne croirait pas, hein. Ah ouais, mais fortement même. Mais oui, on Ouais. pourra en parler. Je pourrais parler de mes expériences aussi, ce serait intéressant. Ouais. Ouais. Effectivement, ouais. Ok. Bon, juste regardez par rapport à la NASA. Bah, la NASA, elle a étudié les plantes, mais pourquoi? Elle a compris que les plantes pouvaient sauver l'homme dans des milieux hostiles. C'est-à-dire si on envoyait des personnes sur la Lune, habitées, hein, ou sur Mars, ou sur une autre planète, si ces personnes-là sont confinées dans une structure synthétique préfabriquée par l'homme, ces hommes développaient des allergies, développaient des problèmes respiratoires, etc. Dès qu'ils mettaient des plantes, les symptômes disparaissent immédiatement. Ça veut dire que la plante a la conscience de nous sauver. Je pèse bien mes mots, hein. On en parlera encore. Les plantes, les arbres ont une communication et ils savent, les gens vivants, le vivant, ce qui est bon pour eux, ce qui est mauvais pour eux. Donc les arbres, les plantes peuvent sélectionner, peuvent aider, peuvent combattre. Ils sont énormément plus évolués que nous. Un jour, il y a eu un film qui est sorti, je suis désolé, je sais plus du tout le titre de ce film, mais c'était très important parce que c'était les végétaux qui devenaient contre l'homme. Ce film-là, très pessimiste, nous montrait l'éradication de l'homme juste parce que la nature commençait à devenir hostile pour elle. Donc les plantes déclenchaient des poisons
qui tuaient les hommes. Et on voyait les plantes pourchasser les hommes. C'était hyper intéressant. Parce que si les arbres avaient notre conscience à nous, je vous promets qu'ils nous éradiqueraient depuis bien longtemps. Donc, le côté négatif et destructeur, c'est bien quelque chose qui est aussi inhérent à nous, euh, une déformation de notre conscience, de notre esprit. On y reviendra bien plus tard. C'est quand même, euh, toi, j'ai parlé des véganes, etc. Mais moi, j'aimerais bien que les gens ne voient pas un arbre comme une fabrique de bois pour les meubles et papiers, ou simplement un attrait touristique, une forêt. Ouais, super, il y a des grands séquoias. Et on va faire un trou au milieu, comme ça, on va pouvoir passer en dessous pour voir le diamètre, etc., quoi. Il n'est pas nécessaire de développer un animisme de l'arbre, hein, ou de l'humaniser, comme il y en a beaucoup qui arrivent quand je vois, moi, tous ces stages, et que tu vois ces personnes qui entourent les arbres et ah c'est bon, ah il me parle, ah vision christique, la lumière, je me sens mieux, etc. et tout. Non, mais, ou ou l'aura, il me parle, je vois son aura de l'arbre. Euh, Ça m'énerve un petit peu parce que vous êtes en train de parler à des êtres qui sont bien plus supérieurs que vous. C'est pas un chien, c'est pas un âne, hein. Et vous allez me dire, ouais, Jean-Pierre, c'est bon, quoi. Ouais, mais j'ai en train de parler à des gens qui parlent à leur propre machine, ordinateur, téléphone. Parfois, ils les insultent parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ils veulent. Et je trouve bien plus ridicule euh, de parler à une machine, voilà, que de parler à un arbre. Et je trouve bien plus judicieux, avec beaucoup d'humilité, d'approcher un arbre et de lui demander je suis content que tu sois là. Parce que si tu es là, je suis là. Et je te respecte. Parce que sans toi, je ne serais plus là. Et nous voyons tous ces hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les arbres. Ils inventent des machines les plus merdiques possibles, pardon l'expression, pour abattre le plus d'arbres. Et plus on abat les forêts primitives, plus on abat une mémoire de 450 millions d'années. Donc quand on aura abattu tous ces arbres, on n'aura plus la mémoire. Les chamans, ce sera terminé. On n'accédera plus. Les gardiens, etc., ils couperont. Et bien sûr, on ira dans l'intelligence artificielle, bien sûr. On retrouvera notre Dieu. On va le fabriquer. Alors, le grand secret, allez, pour finir, hein, on va finir là-dessus. Je pense qu'on doit être dans le temps, dans le time. Alors, je sais pas si je vous le dis. Ben, le champignon, il dit encore, par des moyens impossibles à expliquer en raison de certaines idées erronées dans votre modèle de réalité, tous mes réseaux mycéliens dans la galaxie communiquent d'une manière hyper luminique à travers l'espace et le temps. Waouh! Alors, dans le prochain tome, on va y venir à cette lumière. Hein, tout maintenant, ils disent que. Alors, on en a un, Jérôme Narby, depuis, je crois, c'est depuis 1995 avec le serpent cosmique. Il a montré que c'est les visions de l'ADN, etc., que l'ADN communique avec une lumière et que les chamans captent cette lumière. Ok, c'est pas faux, c'est pas vrai. On capte une hyper-communication. On capte quelque chose qui est hyper luminique. Alors, j'expliquerai ce que c'est, ce que ça veut dire. Parce que justement, cette technique de l'hypercommunication, eh ben, c'est un secret. Et c'est vrai que les plantes ne nous le donnent pas facilement.
Ça demande beaucoup d'épreuves. Parce que ça nous demande de comprendre comment notre corps fonctionne, comment notre cellule fonctionne, comment notre ADN fonctionne. Et si on ne comprend pas le langage de notre propre corps, on ne peut pas comprendre le langage d'une plante. Et c'est justement comme ça qu'elle nous a appris ce langage. C'est que les premiers hommes qui ont commencé, ils ont eu des visions de leur propre corps, de leur propre matière organique. Et ils ont vu par des images comment ça fonctionne. Et de ces images intérieures, ils les ont transposées à l'extérieur. Et ça a devenu la cosmologie. Ça a devenu leur spiritualité. Ils ont hiérarchisé les tribus comme leur corps, comme leurs propres cellules sont hiérarchisées. Suite au prochain épisode. Merci. J'ai déjà hâte d'y être. C'était stupéfiant. Tu peux me relire la phrase là sur les champignons quand même? Laquelle? Ben, avec la galaxie, là. C'est quand même. Alors, par des moyens impossibles à expliquer en raison de certaines idées erronées dans votre modèle de réalité, tous mes réseaux mycéliens dans la galaxie communiquent d'une manière hyperluminique à travers l'espace et le temps. Wow. Nous rentrons dans le domaine de la quantique, mais attention, ça va être un terme que je vais utiliser scientifiquement. Ça veut dire qu'une plante peut assimiler 2 photons à 2 endroits en même temps, ce qui est impossible dans notre euh, euh, physique normale, mais vrai dans la mécanique quantique, dans la physique quantique. Oui, en physique quantique, nous, effectivement, il peut y avoir 2 photons à 2 endroits différents en même temps, oui. C'est ça. Imaginez la photosynthèse. Mm. Ça veut dire qu'une seule feuille, en 1 seconde, peut emmagasiner l'énergie que nous, il nous faudrait 1 année. Mm. Vous comprenez l'importance et que nous sommes mais vraiment dégénérés par rapport à ça. Nous sommes les cancres, les cancres. Oui. Je suis hélas d'accord avec toi. Jean-Pierre, vivement le numéro 3. Je te remercie. Oui, après, vous verrez comment nous, maintenant, on sort d'être cancres et on va devenir des bons élèves. Mais ça s'apprend et il faut être patient. On sera patient. Merci beaucoup du fond du cœur. C'était vraiment passionnant ces 2 heures qui m'ont paru 5 minutes. Hein. Ouais, merci à toi. Merci à toi de me donner l'opportunité de parler et puis voilà. Et merci aux auditeurs qui en fait donnent l'occasion à me permettre de parler. On m'autorise à parler justement parce qu'il y a des gens qui me regardent et qui sont perçus par plein d'autres choses. J'ai compris. Eh ben, écoute, merci à toi. À bientôt tout le monde. À bientôt, ciao tout le monde, merci.